des essais et des poèmes. Vous avez dirigé la bibliothèque interculturelle de Fribourg en Suisse et des archives de la chancellerie en Haïti. Vous êtes actuellement le directeur de publication d'un journal quotidien reconnu en Haïti, Le National. Alors, avant de commencer, un petit rappel du format d'aujourd'hui. Donc, vous allez faire une intervention de 30 minutes environ. Et puis, c'est ouvert aux questions et au retour du public. Donc, vous pouvez ainsi rebondir et susciter plus d'échanges. J'invite donc aux participants de ne pas hésiter à poser vos questions tout à l'heure. Je tiens à remercier chaleureusement l'ambassadeur d'Haïti, M. Rudi Stenlipen, pour votre soutien dans l'organisation de cet événement. Monsieur l'ambassadeur, pourriez-vous partager quelques mots avec nous? Tout à fait. Monsieur Laurent, directeur de l'Institut français à Taïwan, Madame la professeure, très impliquée dans la francophonie, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, les membres de la librairie Le Pigeonnier, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de cette occasion que j'ai d'être avec vous ce soir, de si belle compagnie pour un moment d'échange sur la littérature haïtienne avec notre journaliste et écrivain Jean-Eiffel Milsé. J'aimerais remercier la librairie Le Pigeonnier, toujours très active dans la francophonie à Taïwan, qui a vite embrassé l'idée de la conférence. Elle a pratiquement pris en charge toute l'organisation et de cette conférence, des invitations aux aspects techniques pour la mise en ligne, ce qui me tient personnellement beaucoup à cœur. Merci aussi à M. Laurent, qui a aussi donné un grand support et qui a tellement bien accueilli l'idée de cette conférence. Et, un grand merci également à toute l'équipe de l'ambassade d'Haïti à Taipei, le ministre conseiller francilien, le premier secrétaire Margaret Desmangles, sans oublier Catherine, notre secrétaire, pour leur participation active à toutes les phases de la francophonie. Cette année, l'ambassade a voulu, mis à part toutes ses contributions à la série d'activités de la francophonie, mettre un accent particulier sur la littérature. Elle a voulu faire connaître la littérature haïtienne auprès des Taïwanais et Taïwanaises, et c'est pour cela que nous avions élaboré un livret d'introduction à la littérature haïtienne qui présente 12 écrivains et leurs œuvres, et cette conférence à laquelle vous participez, que va nous animer M. Milsé sur la littérature haïtienne contemporaine, afin que vous puissiez en faire connaissance à la beauté et à la vivacité de cette littérature qui est particulière tant par son histoire que par sa diversité. J'ai grandi dans cette littérature et mon histoire avec elle est particulière parce que depuis l'école, j'ai lu pour toutes sortes de raisons. J'ai lu par peur, peur que ma mère ne sache que je n'ai pas lu. J'ai lu par principe, j'ai lu par devoir, j'ai lu pour des récompenses également. J'ai lu par habitude et je lis aujourd'hui mon discours. Et je continue de lire par amour, par passion, par devoir, pour le travail. Je lis des poésies, je lis des romans, je lis des essais, je lis des articles scientifiques, tout. Je suis toujours affamé quand il s'agit de lire. Mesdames et messieurs, certainement, vous êtes ici bien plus
pour la conférence que pour mon discours. J'ai intérêt à être court parce que moi aussi, je viens pour écouter M. Milsé. Brièvement, et normalement j'ai remarqué que vous l'aviez fait, mais M. Milsé est né au Gonaïves et en janvier 1969, ça veut dire qu'il est presque vieux. Hein? Et il a fait ses études de linguistique appliquée et de gestion de l'information. Durant son parcours professionnel, il a à date dirigé plusieurs bibliothèques, comme vous l'aviez dit, tant en Haïti qu'à l'étranger. Et présentement, il est directeur de l'un des vraiment importants quotidiens en Haïti, le National. Et il fait également office de directeur des archives et de la documentation au ministère des Affaires étrangères d'Haïti. Tout le parcours professionnel de M. Milsé, comme vous pouvez le constater, est partagé entre des feuilles de papier. Oui, ces petites choses merveilleuses que nous appelons communément les livres. Il les écrit, il les lit et il les gère. Milsé est donc bien placé pour nous parler de la littérature haïtienne. Mesdames et messieurs, personne ne peut oser dire à un écrivain ce qu'il doit dire. Toute la beauté de sa parole réside dans la liberté de ses propos. Alors, Monsieur Milsé, vous êtes libre de parole, mais surtout, faites voyager l'assistance dans l'univers merveilleux du patrimoine littéraire haïtien. Bonne conférence à toutes et à tous. Bon mois de la francophonie. Merci, Chichi. Bonjour, je suppose que c'est à moi de parler maintenant. Bonjour, bonsoir. Je suppose qu'il est tard chez vous et très très tôt chez nous en Haïti. Il est le matin. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs les organisateurs, et je prends l'invitation pour vraiment pour un honneur. Et c'est de tout cœur que j'ai envie de discuter avec vous. Même s'il s'agit de 30 minutes, est-ce que dans les 30 minutes, il faut compter l'intervention de l'ambassadeur? Comme ça, j'aurais pu soustraire 5 minutes, laissez pas la place, mais notre ambassadeur, c'est vraiment un amoureux de l'écrit. De l'écrit, je l'ai déjà vu en Haïti, jamais trop loin d'un livre et avec toujours des discussions très agréables. Mais merci de me recevoir. Je suis très content d'être avec vous pour parler de littérature. Quoi de plus apaisant, quoi de plus naturel de parler de mots et d'idées et de voyage, comme a dit monsieur l'ambassadeur. Et je suis désolé, je viens de remarquer qu'il fallait que je parle aussi de littérature contemporaine. J'ai choisi des auteurs haïtiens pour illustrer mes propos. Ils sont tous morts. Et comme je crois à la force d'éternité de la littérature, pour moi, un écrivain, son œuvre, toujours d'actualité, et d'autant plus, bon, je peux me tromper, ce qui m'arrive assez régulièrement, j'estime que pour parler à un public francophone, non haïtien aussi, il fallait quand même sortir des auteurs qui me plaisent. Je ne sais pas si ce sont les meilleurs, mais en tout cas, ils ont plu à énormément de lecteurs. Pour certains, c'est même des générations de lecteurs d'ici et d'ailleurs. Donc voilà, bienvenue chez nous en Haïti. Bienvenue dans notre littérature. On va dire c'est quand même une très belle fenêtre ouverte en permanence sur notre pays. Et je vous invite à vous y engouffrer. Vous allez trouver quand même quelques perles et surtout quelques déceptions. Bon, c'est pas grave, la vie est ainsi. Donc, je voulais situer
peut parler surtout de littérature et d'identité en Haïti. Et c'est parce que c'est un très, très long débat. Un très long débat qui anime quasiment toutes les discussions littéraires et intellectuelles en Haïti, parce que, bon, nous sommes quand même un peuple avec une ascendance de traversée, un peuple fusion qui est arrivé sur un continent, c'est-à-dire on parle de nos ancêtres qui sont arrivés sur un continent qui était pour eux la grande aventure. Donc, l'Afrique a toujours été présente, mais l'Afrique, Haïti, c'est très, très loin. Donc, on a dû quand même faire les traversées. Je vais vous faire l'économie des gentillesses des maîtres ou bien des tenants de la traite négrière. Je n'ai pas envie de faire pleurer personne, donc, mais c'est pas parce que ça n'a pas existé. Et je reviens au débat incessant en Haïti pour savoir est-ce que la francophonie, qui est quand même la langue, qui est quand même l'espace qui a pour socle la langue des maîtres, la langue qui nous a été posée, est-ce que cette francophonie est-ce qu'elle est dévoreuse d'identité? Et sincèrement, il y a des questions, bon, et peut-être mille autres, que personne n'a envie de répondre ou bien d'apporter des réponses si on ne consent pas de se sacrifier à l'exigence d'un voyage. Même si on fait ce voyage sans passion, mais ce voyage, généralement, nous mène dans les méandres de l'histoire. L'écrivain que je suis, et j'ai la conscience d'être beaucoup plus citoyen créateur qu'un penseur ou un chercheur auréolé de la posture de l'érudit, je ne peux pas m'empêcher de me livrer au combat du vécu haïtien. Et ce combat, pour nous, pour moi personnellement, est comme une béquille sur laquelle on s'appuie pour comprendre toutes les formes d'hallucination historique. Et je dis, Haïti, c'est un pays vraiment qui marche avec son histoire. Je ne dis pas qu'on la comprend très, très bien, mais elle est omniprésente dans nos gestes, dans nos réactions, et même dans notre manière de recevoir les autres et d'aller vers eux. Je parle d'hallucination historique, c'est surtout celle qui fabrique les vérités et les mensonges, celle qui fabrique les polémiques, la morale politique, et aussi les balises de la grande identité haïtienne. On en parle beaucoup, et je ne sais pas si c'est vrai. Puisque l'Afrique n'a jamais été en reste de la fabrique du vécu haïtien, je parle de temps de 4 siècles d'histoire et environ, et même plus, je me réfère, pour asseoir les prémices de mes propos aujourd'hui, à la sagesse d'un proverbe africain, c'est un proverbe Wolof, que Birago Diop, le Sénégalais, a popularisé quand il a dit « Quand la mémoire va ramasser du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. » Nous, ayant connu les maîtres qui ont monté notre système économique, ce qu'on paye jusqu'à maintenant, qui ont monté notre système éducatif, vous imaginez que j'ai la malchance de venir d'un pays où il y a eu des tentatives, soit de fabrication ou bien de révisitation de l'histoire, des fois très, très malheureuses. Il est vrai qu'aucun travailleur de la subjectivité aime être compté ou être pris pour un élément dans les gaietés de la statistique. Personnellement, me questionnant sur le risque assumé d'appartenir à une communauté de plus de 11 millions d'Haïtiens, dont leur vie compte peu pour le reste du monde, j'ai fait la découverte que je suis aussi fiché parmi 321 millions de francophones, éparpillés un peu partout sur Terre. Une question qui me concerne
et qui s'adresse directement à moi. Quelle est ma place et celle de ma communauté dans cette grande communauté matricielle, dans cette communauté élargie, soudée par une langue commune qui est par-dessus tout un outil de partage et d'affirmation d'une heureuse humanité. J'écris Haïti et accessoirement le monde, et je le fais depuis Haïti. Donc, j'ai des gènes de marron. Et quand on est marron, alors j'explique, les marrons, ce sont des esclaves qui ont décidé d'aller affronter la nature, d'aller vivre comme des sauvages, au lieu de subir les humiliations et la violence qui régnait dans les plantations. Je rappelle qu'un esclave, c'est quelqu'un qui est obligé de travailler pour quelqu'un d'autre, mais tous les moyens sont bons jusqu'à la mort, évidemment, pour le faire travailler. Donc, comme j'ai des gènes de marron, c'est-à-dire je suis absolument sûr que j'ai eu un ancêtre marron quand même, et des fois, dire la vérité peut m'effrayer, parce que cela risque de révéler l'emplacement de ma cachette et de renforcer ma vulnérabilité face au maître ou bien face aux autres, et personne n'aime ça. Il ne faut pas être aveugle. Le socle de la francophonie reste quand même une large communauté d'hommes et de femmes qui partagent une langue commune, le français. Pourtant, en Haïti, quand je me base sur le corpus littéraire haïtien, nous avons l'impression que l'identité haïtienne, avec une ascendance africaine très forte, est beaucoup plus mise en évidence dans la littérature haïtienne que la langue. Ça, c'est une spécificité très créole. Il est évident que dans une colonie gérée avec des outils dénigrants et trop de fois cruels, le maître, sa langue, ses manières, peut-être ses rêves, s'impose en référence pour toute quête de mobilité sociale. C'est le rêve de devenir affranchi. On a toujours regardé le maître parce que c'est le maître qui a la grande maison, c'est le maître qui mange à sa faim, c'est le maître qui parle français. Et c'est le maître aussi qui voyage, qui peut discuter, qui peut donner son avis sur tout. Donc, le rêve de devenir affranchi demande un processus qui est d'adopter et de singer le maître, donc de parler sa langue aussi. La nation haïtienne est née et a grandi à partir de l'héritage d'un désastre. Dès le début du 19e siècle, c'est-à-dire aux prémices de la littérature codifiée et acceptée comme haïtienne, les écrivains ont affiché leur rapport avec l'histoire en la portant de manière intime, très intime même. L'écriture haïtienne est immanquablement un témoignage sans cesse renouvelé de la traite négrière, de la vie séquestrée dans les plantations, du racisme dans les relations internationales, d'embargo, de la violence entre Haïtiens et aussi de l'exil par tous les moyens. L'histoire et la quête d'identité ont posé leurs empreintes sur cette littérature qu'on aime tant, moi personnellement. Et je suis sûr qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes qui écoutent cette intervention, qui sont des amoureux de la littérature haïtienne et qui trouvent que c'est vraiment un corpus qui fait sens. La littérature haïtienne, ce qui est bizarre, n'a jamais connu de période d'apaisement. On n'a jamais fait de l'art pour l'art en Haïti. On a toujours écrit par utilité, par besoin. C'est une littérature qui s'est toujours donné une utilité idéologique et une mission d'émancipation. Derrière chaque mot retenu dans un livre haïtien, il y a quand même ce besoin de faire comprendre, d'aider et de permettre
aux autres de s'émanciper. Dans le cadre de cette intervention, et c'est l'invitation m'honore, j'aimerais illustrer mes propos avec 3 auteurs haïtiens. Ils ne sont pas contemporains, ils sont éternels. Ce sont des écrivains de la première moitié du XXe siècle. Pour vous les petits, pour vous les jeunes, ça fait loin. Ces écrivains, leurs œuvres traduisent bien le souci des écrivains haïtiens de créer de l'haïtien dans l'espace francophone. Ceci en métissant sans complexe le français, et aussi c'est une manière de dire les mots et les espoirs d'Haïti et du monde dans une posture qui reconnaît et promeut l'identité haïtienne ainsi que la langue populaire nationale, le créole. Bon, heureusement que l'Organisation internationale de la francophonie a compris que la diversité et les propositions nouvelles doivent être valorisées quand même dans l'espace francophone. Les 3 auteurs haïtiens que j'ai retenus, ce sont des béquilles à mon intervention. Sans leur œuvre, je ne serais vraiment pas là, ni comme écrivain, ni comme conférencier. Sont Justin Lérisson, Eugène Sylvain et Jacques Roumain. Et je vais vous expliquer pourquoi. Justin Lérisson, lui, je parle dans le panthéon des écrivains haïtiens qui se sont distingués par l'authenticité de leur travail, et surtout une prise de risque extraordinaire, qui est quand même ce que chaque écrivain souhaite, d'être vraiment un créateur, même quand on agit sur le réel, c'est-à-dire c'est des créateurs de nouvelles réalités liées, ou bien qu'on reconnaît dans la réalité courante. Et je dis que dans le panthéon des écrivains haïtiens les plus talentueux, les plus originaux, Justin Lérisson est tout en haut. C'est un auteur de fiction abouti du début du XXe siècle qui a supporté en littérature la réalité des Haïtiens de son époque. Il a écrit en français, mais un français hautement littéraire à cause particulièrement de sa manière de tenir compte et de prendre en compte le cœur de l'identité haïtienne. Beaucoup de Caribéens, surtout de Caribéens francophones, ben, ils sont français aussi, je parle des Guadeloupéens, des Guadeloupéens, Martinique et autres, sont fascinés par le travail de Justin Lérisson parce que il y en a un une fois qui me disait, ce type nous a restitué une forme de dignité. Voilà comment on apprivoise une langue. On ne sort pas de la francophonie, mais on l'améliore. Et vraiment, c'est ce qu'on souhaite. D'après une notice publiée sur un site caribéen, on présente Justin Lérisson comme avocat, journaliste, enseignant, historien. Il s'appelle en réalité Alexis Michel Justin Lérisson, ça c'est très francophone ça, Justin Lérisson, et il est né à Port-au-Prince en 1873. Il n'a pas vécu longtemps, comme la plupart des génies, peut-être les autres qui sont dans ma liste. Jacques Roumain est mort très très jeune aussi. Georges Sylvain un peu plus tard, mais pas assez vieux. Donc, il est né à Port-au-Prince, Lérisson, parce que c'est vraiment l'écrivain des bas-fonds de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, et il est mort à Port-au-Prince comme une grande fidélité. Lui, il débute, Lérisson, au début, il n'était pas pris au sérieux. Il débute sans succès sa carrière littéraire en publiant des recueils de poèmes. On est tous passés par là. C'est ce qu'on appelle l'écriture clandestine, quand on écrit que pour soi. Et il a commencé avec 3 recueils de poèmes. Une littérature très parnassienne, en mimant les modes littéraires
très en vogue à Paris au début du XXe siècle. Bon, sûrement, il a dû se rendre compte assez rapidement que ça ne parlait à personne. Donc, ces premiers recueils qui sont dignes d'un recueil d'un ado ou bien d'un jeune adulte littéraire français. Et il a vite changé après Myrtha, qui est sorti en 1892. C'est-à-dire, le type, il a 19 ans. À 20 ans, il publie Les Chants de l'Aurore. Et cette même année, il a eu vraiment la folie d'écrire. Il publie Passe-temps. Et là, il a compris que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et il commence à fréquenter des amis écrivains, particulièrement le poète Simon Pradel. Et là, il se met, ce que je fais maintenant à l'écriture au quotidien, donc en écrivant des articles, des chroniques. Et là, avec ses amis, ils fondent une revue qui s'appelle la Revue littéraire Jeune Haïti. Après, ils fondent un quotidien, et c'est ce quotidien qu'il a dirigé jusqu'à sa mort. Ça s'appelle Le Soir, quotidien malheureusement disparu en Haïti. Et comme il a un journal, quand on travaille pour un journal, on dirige un journal, on écrit beaucoup. Des fois, des choses qu'on n'aime pas, mais on écrit. On écrit des choses qu'on aurait pu renier, mais bon, c'est le travail, c'est le taf, il faut quand même écrire. Il publie, à partir de 1889, une longue série de chroniques, et c'est là qu'il se découvre, parce qu'il a compris, être haïtien, il faut une manière de raconter. Il faut raconter comme les Haïtiens. Et en Haïti, il y a de vieilles pratiques. Bon, quand je dis vieille, je parle de l'ancienneté. C'est pas une forme de dénigrement. De vieilles pratiques venues de l'Afrique pour garder les liens sociaux solides. C'est que le soir, les gens se rencontrent et se rencontrent et se racontent des histoires. Donc, c'était pour les enfants, même pour les vieux, à la fois la télévision, la radio et les réseaux sociaux. Donc, les gens s'agglutinent autour d'une place et voilà, ils sortent leur histoire. Et il a compris que ces pratiques nous ont bercés, bon, lui aussi particulièrement, surtout dans son temps, parce que il n'y avait pas énormément de choses à faire. Il dit, voilà la manière de raconter, parce qu'il avait compris, c'est que tous les gens étaient accrochés aux histoires. En Haïti, on appelle ça tirer l'audience. Tirer l'audience, ça dit, bon, voilà, je dois écrire comme ces gens. Et cette démarche extrêmement humble lui a permis de se poser, d'écouter les gens, de comprendre comment ils fonctionnent et de dire, voilà le prolongement du narratif haïtien. Voilà comment on raconte en Haïti. Et évidemment, comme c'était un lettré, donc maîtrisant très bien le français, et il a compris aussi, soit pour des raisons de lectorat, qu'il faut ratisser large, donc il a écrit en français. Et ce qu'il est arrivé à faire, c'est inventer des personnages qui ont beaucoup plus d'importance que la langue. Et ça, jusqu'à maintenant, j'essaie de comprendre cette magie haïtienne où la langue passe après l'histoire. Bon, peut-être parce qu'en Haïti, et des fois, pour être méchant ou lucide, on se dit que la réalité en Haïti, des fois, elle dépasse toutes les fictions. On est toujours dans la fiction. Et comme cette fiction est permanente, donc faire ressortir des personnages, leur donner du caractère, une mission, du tempérament. Et en Haïti, on a appris à jouer avec ça. Bon, peut-être que ça nous permet aussi d'exister et de faire exister nos personnages, ou peut-être un personnage de roman,
l'auteur donne du pouvoir à l'auteur. On peut l'assassiner si on veut. On peut le faire disparaître. C'est comme une marionnette qui porte ce qu'on veut être. Donc, c'est pour ça qu'on dit notre personnage est toujours notre binôme. Si vous voyez le personnage, il faut chercher l'auteur derrière. C'est peut-être un peu ça. Donc, là, il commence pas directement à faire des livres, mais plutôt des chroniques fictionnelles où il raconte des histoires. Et là, est né, ou bien est revisité, un style populaire pour raconter qui s'appelle la l'audience en Haïti. Bon, on essaie d'en faire une figure, et comment on appelle ça, on essaie d'en faire un registre tout à part, mais bon, ça a toujours existé et c'est tant mieux. Alors, dans ces chroniques, sur la forme de l'audience, il se rapproche du peuple. Et bizarrement, tout le monde comprend. Et le français qu'il utilise, c'est comme une parodie, c'est-à-dire les personnages imposent leur manière de parler et aussi leur appropriation de la langue française. Et comme il écrit sur des petits gens des villes, il y en a beaucoup qu'on peut mettre dans le tiroir de prolétaires, de l'OPEM, de personnes, de gens de ville qui vivent de petits boulots, mais en même temps aussi qui essayent pour se distinguer des provinciaux, à sortir 2 ou 3 mots en français de temps en temps. En règle générale, c'est un français qui nous fait rire. Rire, j'ai dit ça, oui, mais c'est leur manière de parler. C'est la manière qu'ils ont accueilli cette langue, qu'ils la font développer. On va dire, ça fait un accent. Et dans ces récits populaires que Justin essaie d'aborder, et là, il embrasse en même temps la tradition orale en créole. Bon, Justin Lérisson, il a fait autre chose aussi. Il a écrit les paroles de notre hymne national, donc c'est un écrivain très représentatif pour nous. C'est l'hymne national qu'on utilise jusqu'à maintenant. Et après, en 1905 et en 1906, il publie ces 2 livres, La famille des petites cailles et Zoun chez Sanenen, qui l'ont rendu automatiquement célèbre en Haïti. Donc, ce sont 2 livres très, très, très importants pour comprendre l'histoire de notre pays, pour comprendre les villes haïtiennes, les aspirations de ses habitants, leurs péripéties à la fin, tout à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc, Justin Lérisson est resté un écrivain très, très, très populaire. S'il l'est resté, c'est parce que ces 2 récits de fiction, qui sont courts, qui sont de courts romans par certains, mais il a pris le soin de préciser. Et là, pour moi, il a les qualités d'un écrivain humble et honnête. C'est lui qui a dit dans l'incipit de la famille des petites cailles, dit, mon livre c'est pas une charge contre la société ni contre quelqu'un, ce n'est pas un roman, c'est tout simplement une audience à la vieille manière haïtienne, donc à la bonne franquette. Lérisson particulièrement a pris ses distances avec le canon de la littérature française. Il l'a expérimenté, mais il a pris ses distances par après. Et il a essayé avec succès, il faut le souligner, et ce pour le bonheur de générations de lecteurs haïtiens, de permettre aux personnages qu'il a créés de prendre l'ascendant sur la langue et ses possibilités de belle rhétorique. Ces livres sont novateurs pour l'époque et jusqu'à maintenant, et
pour nous, ce sont des livres fondamentaux. Justin Lérisson a apporté à la francophonie, depuis Haïti, une écriture arrogante, novatrice et fondatrice d'un style. Si je vous explique la quantité d'écrivains haïtiens qui essayent de faire de Justin Lérisson, il y a certains qui arrivent, d'autres pas, parce que Justin Lérisson, il écrivait avec le cœur de son peuple, le peuple de Port-au-Prince, les petits gens de Port-au-Prince, et ça, c'est vraiment le type d'écrivain que j'ai toujours envie et le bonheur de présenter, surtout à des amis qui ne sont pas nés, qui n'ont pas grandi dans la littérature haïtienne. Alors, je vous lis un extrait tout court, parce que vous m'avez... Un extrait tout court de Justin Lérisson. J'espère que vous allez comprendre, parce que les sons, en créole, il y a énormément... En créole, on n'a pas de son fermé. Donc, le U n'existe pas. Et quand on parodie, c'est pas parodie, quand on imite ou on parodie quelqu'un qui parle français, mais avec tout ce qu'on peut avoir comme créolophone, ça donne une langue, et je trouve que c'est tout un bonheur de collecter toutes ces pratiques linguistiques. Bon, il y a des gens qui les appellent des dérives, non. Je vais vous expliquer pourquoi non, parce que puisqu'on est créole, c'est vraiment ce qu'on appelle, on a grandi dans une langue de racolage. C'est la rencontre de plusieurs langues. Bien sûr que le français, avec son lexique, est dominant, mais en même temps, côté syntaxique, on se réfère à d'autres langues. Donc, c'est-à-dire, le créole, il doit y avoir énormément, c'est-à-dire, une grande majorité, je vais dire une grande part lexicale française, mais syntaxiquement, ça vient d'ailleurs. Donc, c'est la rencontre de plusieurs langues, des langues africaines et des langues européennes. Et voilà, c'est un prolongement aussi de la francophonie. Sauf que cette langue n'a pas été créée pour le plaisir ni volontairement. Cette langue a été créée, ou bien c'est créé elle-même, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris la décision, parce que le maître avait besoin d'un outil de communication avec l'esclave, donc on a trouvé le juste milieu. C'est comme si on peut négocier les langues. C'est ce qui est arrivé. Alors, un extrait de Justin Lérisson, quand il dit « Non, non, mon frère », lui dit Boutnègre, c'est inéré. Le pays n'est pas foutu. C'est nous qui, pour une année, un mois, une heure et peut-être une minute, sont foutus. Il ne faut pas oublier qu'il y a un jour pour chasser, un jour pour gibier. Grand monde longtemps toujours répété aussi, c'est pas tous les jours, Françoise, allant marcher l'hypothèse bon si. Bon, direct, ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis dans les affaires de mon pays. Depuis l'entrée Choulouk, je m'occupe de politique. J'ai vu des choses qui m'ont donné le plus à réfléchir. J'ai vu le général Similien, le chef des Anglais. C'était l'homme le plus puissant, le plus gros nègre, et c'était le pape d'Haïti. Eh bien, le général Similien a été rendu tollé, godette, faible, dans les prisons de Port-au-Prince. Et la littérature n'admet pas le purisme. Voilà la langue de Justin Lérisson. Voilà cette langue qu'aucun Haïtien ne peut prétendre ne pas comprendre. Et je veux dire, vous passez 2 semaines en Haïti, cette langue, vous allez l'adopter aussi, parce que cette langue, elle est populaire, elle est joyeuse, et en même temps aussi, elle se dérobe par rapport aux exigences très académiques ou bien très 6e arrondissement de la France et de Paris. Donc, c'est une langue libre et c'est ce qui rend la littérature meilleure. Bon, là, je vais vous présenter Joe Sylvain. Je vais aller très, très vite parce que
j'aurais fini à l'idée de faire 20 minutes, mais bon, j'ai l'impression que ça passe. En 1915, le pays d'où je vous parle actuellement est à peu près comme il est aujourd'hui. Bon, bien entendu, les voisins américains ont débarqué pour occuper le pays. Georges Sylvain, qui se considérait comme un fier patriote et un citoyen éclairé, a compris peut-être avant d'autres qu'il fallait sauver l'honneur et libérer Haïti de l'occupation. Grand projet, oui. Et c'était quelqu'un, Georges Sylvain, de très courtois, de très posé, qui, bon, peut-être dans ses meetings, il parlait fort, mais qui n'élevait quasiment jamais la voix. Mais, est-ce qu'il était têtu? Et c'est lui qui a dit à un certain moment, nous lutterons, nous et nos enfants, tant que notre patrie n'aura pas recouvré la plénitude de son indépendance. Nous le devons à nos morts héroïques, Père à jamais béni, qui avaient tant peiné pour que les enfants issus de votre sang eussent au moins dans le monde un coin de terre où vivre en paix, libre et respecté. Ça, c'est Georges Sylvain. Georges Sylvain, aux côtés de ses conférences et ses interventions, il intervenait beaucoup dans des manifestations populaires. Il a pris sa plume et là, il s'est mis à écrire. Il écrit beaucoup, des articles, des chroniques, des correspondances politiques, poésie, chansons. Il le fait aussi, il faut le dire, pour valoriser les langues haïtiennes, celles qui nous intègrent dans l'espace francophone, parce que Georges Sylvain était très, très attaché à l'espace francophone. Il écrivait dans un français parfait. D'ailleurs, il a fait ses études de droit à Paris. Oui, à Paris. Il a été ambassadeur comme vous, monsieur l'ambassadeur, mais pas à Taipei, mais ambassadeur d'Haïti à Paris. Ça fait longtemps. Il a commis, il a fait des livres, ouais. Il a fait 2 livres et je vais parler d'un de ces livres qui est quand même un livre très audacieux pour l'époque. Mais lui, puisqu'il était tribun, donc évidemment, il a compris que pour parler à tous les Haïtiens, il faut trouver la langue du milieu. Et vous savez que c'est cette langue du milieu qui aide à la francophonie à se développer. Parce que sinon, ça aurait été stérile. En Haïti, et partout dans les pays que j'ai eu la chance de pratiquer, que ce soit en Europe ou en Afrique, les gens cherchent à inventer dans la langue. Et ils pensent surtout que la langue est un outil de liberté. Pas comme les écoles que Pen et moi, nous avons fréquentées en Haïti, monsieur l'ambassadeur et moi, nous avons fréquentées en Haïti, il y avait cette manière d'enseigner la langue qui était de nous limiter à l'apprentissage de belles formules. Voilà comment il faut parler, voilà si, etc. Et je trouve que l'écrivain, même gentil, il a toujours cette arrogance de sortir des sentiers battus. Et à un certain moment, quand même, dans sa vie, il se pose la question. C'était le cas avec Justin Lérisson, c'est aussi le cas avec Georges Sylvain. Quand il est revenu de Paris, il a compris qu'il ne peut pas parler aux Haïtiens, qu'il ne peut pas parler au monde à partir d'Haïti s'il ne prend pas en compte cette identité haïtienne. Et cette identité haïtienne est traversée par une manière de parler, que ce soit le français ou le créole. Donc, il écrit beaucoup d'articles et puis il fait ça pour valoriser les langues haïtiennes. Et il s'est mis à écrire des chansons, des poèmes. Bon, la plupart du temps, c'est des poèmes patriotiques. Il a été très, très critiqué à son époque, Sylvain. Des gens disaient même, ah ben, c'est un agent de la France qui refuse l'anglais.
tout ce qu'on fait. Bon, mais c'était comme ça. J'étais pas son contemporain, donc je le juge à partir de la cohérence des actions qu'il a posées et moi aussi ma compréhension de son œuvre. Mais il a dit que, en disant que si j'écris des chansons de poèmes, je fais des conférences, c'est parce que j'ai besoin de valoriser notre patrimoine. Il faisait référence aussi à la langue française. Je veux défendre nos langues par rapport à l'anglais de l'occupant. Donc, c'est comme si c'était un gardien de l'espace francophone et créolophone, évidemment. Il a beaucoup écrit dans un français soutenu selon les canons académiques. Il est quand même le premier, et ça c'est son audace, qui a osé adapter. Ce n'est pas traduire Les Fables de La Fontaine, qui est un livre très très populaire en Haïti à l'époque, qu'il est toujours pour tous les gens qui approchent la langue française ou bien qui sont francophones. Il a fait un recueil de contes qui s'appelle Cric-Clac. Cric-Clac, c'est la formule qui introduit le conteur en Haïti. Donc, cette littérature revient aussi à une manière très haïtienne de raconter. Et là, il a pris des fables de La Fontaine et il a trouvé des personnages à 4 pattes, à 6 pattes, rampant, marchant, traînant, et en prenant les réalités haïtiennes pour les mettre sur les fables de La Fontaine. Et ça a donné quelque chose de tellement différent, de tellement beau à voir. Voilà pourquoi j'ai retenu Georges Sylvain, déjà pour sa lutte, pour la coexistence des langues, sa manière aussi de repousser l'anglais, parce que les langues nous ont toujours été imposées. Et du miracle, c'est même pas un miracle, si c'est déjà arrivé. Ils pensaient que c'était encore possible avec les Américains qui sont arrivés chez nous. Bon, on a eu des gens comme Georges Sylvain. Vous savez qu'en Haïti, les Américains sont à côté de chez nous. Ce sont nos voisins. Il y a peut-être autant d'Haïtiens en Haïti qu'aux États-Unis. Mais, bon, le pays a été administré par les Américains pendant plus d'une décennie, presque 20 ans. Et dans la Caraïbe, bon, il y a des choses qu'on ne connaît pas. On ne vit pas comme les Américains, on ne s'habille pas comme eux, on ne mange pas comme eux, on n'a pas de McDo chez nous, on ne joue pas au baseball, voilà, on ne parle pas anglais. Ce sont des gens qui ont construit ce terrain, ce que j'appelle le terrain de tous les refus. Et c'est pour ça que ce sont des personnes qui comptent énormément pour nous. Pour notre bonheur ou notre malheur, on ne sait pas. Ce sera une autre question. Alors, Georges Sylvain, il est né en 1966, pas contemporain. Il est né en République dominicaine parce que ses parents avaient fui Haïti après le bombardement. Il est du Cap Haïtien, la seconde ville du pays, après un bombardement de navire au Cap Haïtien, comme il vient une espèce de bourgeoisie de province. Donc, ses parents sont allés se cacher en République dominicaine. Il est né là-bas, qui est le pays voisin. Bon, après, il est revenu en Haïti, il a fréquenté le petit séminaire Collège Saint-Marcel. Après, il est parti en France, où il a fait son droit. Il a écrit plusieurs articles, des chroniques et tout ça, mais quand même 2 livres qu'on peut retenir, Confidence et Mélancolie, livre que je déteste, et Cric-Clac, livre que j'adore. À chaque fois que je vois ce livre, je tombe en amour devant. C'est pas simplement l'objet, parce que c'est un livre du début du XXe siècle, mais en même temps, l'audace, le pari pris par cet auteur. Mais avant de finir avec Georges Sylvain, j'aimerais tout simplement dire que Georges Sylvain, c'est son côté militant visionnaire. Je crois que c'est lui qui a fondé la première association d'écrivains haïtiens
en 1900, vraiment à l'ouverture du XXe siècle. C'était révolutionnaire. Et bon, c'est vrai qu'il y avait un peu partout dans le monde, bon, le monde qu'on connaît, on parle de l'Europe, des sociétés savantes, des sociétés, je sais pas, de littérature, d'histoire, de géographie, mais une association d'écrivains fonctionnant comme les associations actuelles fonctionnent, un syndicat et la gestion des droits et tout ce qu'on veut. Lui, en 1900, il a pris ses amis, il dit, écoutez, pardon, on va fonder une association d'écrivains qui s'appelle la Société de législation et l'œuvre des écrivains haïtiens pour promouvoir les lettres. Tout un paragraphe, ça veut dire tout. Les écrivains se protègent, en même temps, ils vont vers les autres. Moi, pendant quelques années, j'ai dirigé une association d'écrivains en Haïti, l'antenne locale du PEN international en Haïti, et vraiment être en rencontre avec plusieurs écrivains, c'est quasiment casser le monde et le refaire en même temps. Donc, je crois que ce sont des choses qui sont nécessaires. Et les pionniers, tous les pays les adorent. Georges Sylvain en était un. Bon, je ne vais pas lire d'extrait de Georges Sylvain, puisqu'on ne va pas finir. Alors, Georges Sylvain, il meurt. Quand il meurt, ce qui est bizarre, c'est une grande manifestation populaire. Et bon, on a tous lu, on l'a étudié à l'école, le passage de livre de Pradel Popilus, où il dit « Le pays lui fit des funérailles grandioses. C'est par milliers que les patriotes haïtiens conduisent le grand disparu à sa dernière demeure. La masse paysanne du marché tombe à genoux au passage de la dépouille mortelle du leader de l'Union patriotique qui était son parti. Dans le cortège, 41 couronnes de fleurs, sans compter les bouquets. Au cimetière, 21 orateurs succèdent pour célébrer à l'envi le grand homme qui avait tant mérité de la patrie. Tous les journaux de la capitale et de la province, même ceux qui avaient combattu Georges Sylvain, lui consacrent un article nécrologique pour louer ses mérites, son courage, ses talents d'écrivain et le poète. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas simplement le panthéon de la littérature haïtienne, c'est un personnage d'importance nationale. Tout le monde aurait aimé recevoir ses honneurs. Bon, c'est parce que Sylvain demeure le symbole de la résistance haïtienne à l'occupation. Pour finir, Jacoumen, vous êtes pressé, monsieur l'ambassadeur? Ah, je peux continuer? Je peux? Oui. Oh, et après, on va ouvrir aux questions. Bien sûr. Alors, Jacoumen, lui, il est issu d'une grande famille. C'est peut-être le plus connu à l'international des trois écrivains que j'ai retenus. Il est issu d'une famille de la haute société haïtienne. Son grand-père a été quand même président de la République. Et Jacoumen, c'est première moitié du XXe siècle. Il part à l'école en Suisse. C'est bizarre. Il part à l'école en Suisse, dans un pensionnat. Il est en pensionnat à Berne, la capitale fédérale. Et il avait assez de moyens pour voyager à travers l'Europe. Bon, son parcours académique, il a appris énormément de choses, mais c'est quand même catastrophique. On le retrouve à un certain moment à l'École polytechnique fédérale de Zurich, qui est quand même une des meilleures écoles de sciences au monde. Bon, il a compris qu'il n'avait pas envie de ça, parce que la Suisse n'était pas assez grande pour la personnalité de Jacoumen. Donc, il part retrouver des copains à Berlin, et là, il va s'acoquiner avec des milieux
altermondialiste. Le concept n'existait pas à l'époque, mais lui, il avait compris bien longtemps en disant que tous les peuples du monde qui souffrent sont pareils. Donc, il n'y a pas de différence, ni de couleur, ni de signe, ni de langue, ni de religion. Donc, moi, je serai vraiment du côté de ceux qui souffrent. Je crois qu'il a fait une école d'agronomie en Espagne, une école d'entrepôt à Paris. Voilà. Lui, il posait son sac pendant 2 ans, il s'inscrivait à un endroit, après il partait sans attendre de diplôme ou pas. Il avait envie de vivre, il avait la bougeotte. Donc Jacques Roumain, c'est celui auquel l'UNESCO a consacré une anthologie très bien documentée, très bien faite, dans la prestigieuse collection des anthologies de l'UNESCO. Et c'était sous la direction de Léon François Hoffman, un spécialiste d'Haïti, qui était prof à Princeton, mais qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et Yves Chemla, un franco-tunisien qui est toujours prof de littérature à Paris et à Parme, je crois aussi. Et dans la présentation qu'ils ont faite de l'anthologie consacrée à l'œuvre de Roumain, ils écrivent Jacques Roumain, qui est né en 1907, il est mort en 1944, qui est très jeune. Jacques Roumain peut être considéré comme le premier grand écrivain haïtien contemporain. Au cours de sa brève existence, il devient tour journaliste, chroniqueur en politique, autre activiste, idéologue, théoricien, poète, novelliste, ethnologue, archéologue, diplomate, enfin romancier. La totale. Enraciné dans la culture haïtienne qu'il défend avec vigueur, alimenté par les cultures et les littératures de son temps, tant européennes que du continent américain, son œuvre a ouvert un nouveau chapitre de la pensée haïtienne, celui de la modernité. Son immense chef-d'œuvre, Gouverneur de la Rosée, alors là, je suis en train de vous présenter le père de la modernité, de la littérature haïtienne. Donc, le livre que je retiens, il a beaucoup écrit, mais je retiens quand même Les Gouverneurs de la Rosée, qui est quand même la Bible d'Haïti. Je parle tant que ce livre a été traduit, lu, commenté, discuté. Des fois, je me demande si nos critiques actuelles ont quelque chose à dire sur Gouverneur de la Rosée. Il y a tellement de choses qui ont été écrites autour de ce livre. Et Gouverneur de la Rosée, publié originalement en 1944, mais sa titre posthume, justement après sa mort, apportait la réalité des pauvres paysans haïtiens en proie à la sécheresse et aux abus sociaux. Il a apporté ça aux lecteurs de partout. J'ai un éditeur canadien, Michel Louisina, il a lu, quand il était enfant, Les Gouverneurs de la Rosée dans une cabane en Abitibi. Et le type, il s'est pris à rêver d'Haïti. Il n'avait jamais entendu parler d'Haïti auparavant. Et il me disait, je reprends ces mots, Haïti était loin de mes frontières et de mon imaginaire. Et maintenant, je suis connaisseur amoureux de la littérature haïtienne jusqu'à publier un auteur haïtien. Donc, Roumain a permis au monde de mieux nous comprendre comme haïtiens. Il a défendu non seulement les langues haïtiennes, mais aussi le plus précieux, la religion vaudou, notre grande part d'Afrique. En 1942, il y a eu une grande campagne, ce qu'on appelle une campagne anti-superstitieuse, pour éradiquer le vaudou en Haïti. Vous imaginez, le patrimoine, quasiment tout le patrimoine immatériel de ce pays, parce que vaudou, c'est alimente la littérature, alimente la musique, tout ce qu'on veut. On peut ne pas être religieux ou tout ce qu'on veut, mais quand même, on vit avec et on s'inspire aussi de ça. Et quand cette grande campagne a été lancée, il a compris que c'était la destruction programmée de tout le patrimoine haïtien d'ascendance africaine. Donc, on allait détruire les temples vaudous et garder les églises catholiques. Roumain était parmi les premiers à s'en prendre violemment à l'église catholique et à l'État haïtien. Bon, à l'époque, par journaux interposés, il était au Nouvelliste. Il a porté
et a alimenté l'une des plus belles polémiques de l'histoire du journalisme en Haïti. Et cette polémique l'a opposé à un type, on peut être méchant et brillant, oui, un type extrêmement brillant, que c'était la plus belle plume de l'Église catholique à l'époque, qui dirigeait un quotidien catholique qui s'appelle La Phalange, le père Froissart. Donc, Roumain, comme tous les génies, il est mort très jeune, comme beaucoup de génies. Il est mort très jeune à 37 ans et il a laissé derrière lui une œuvre scientifique, poétique et fictionnelle d'une rare acuité. Il a travaillé la langue au point d'offrir aux lecteurs francophones une expérience coûteuse et inédite avec la langue française. Roumain, et ça je peux l'assurer, c'est vraiment un monument pour les peuples francophones et c'est une fierté pour Haïti. Je ne vais pas vous imposer la lecture d'un extrait, sinon ça m'aurait fait plaisir, mais je vais terminer pour finir ou presque. Je me suis intéressé à ces écrivains dans le cadre de cette intervention parce qu'ils ont réussi à transformer la langue en porteuse de réalité, de vie et d'identité. Dans ces milliards de contenus francophones répertoriés, et peut-être jamais analysés pour la plupart d'entre eux, ces trois auteurs nous permettent de comprendre que les langues se nourrissent des cultures qui les accueillent. Et quand on voit, j'ai parlé de tout ça, mais en Haïti, la situation linguistique est quand même diglossique. Et on est en présence de deux langues dans un même territoire, même quand ces deux langues sont liées, bon, sont très très liées, ont des racines communes, mais en même temps, les langues en Haïti sont considérées comme des marqueurs sociaux aussi. Donc, les gens de ville, les gens de ville et scolarisés parlent français. Les gens de campagne parlent créole. Et ce qui est bizarre, on a beaucoup de personnes qui sont en situation de bilinguisme, qui parlent les deux langues, qui les comprennent, mais on a beaucoup de personnes qui sont en situation d'unilinguisme, et particulièrement les créophones. Je ne comprends pas pourquoi tous ceux qui parlent français parlent créole, mais tous ceux qui parlent créole ne parlent pas français en Haïti. Et comme je parle le système en soi, avec tous ces corollaires, éducation, justice, etc., utilise aussi majoritairement la langue française, parce qu'on a toujours cru pendant très très longtemps qu'on ne pouvait pas écrire le français, et le créole qu'on écrivait simplement le français. Ces écrivains nous ont permis d'avancer, de sortir de cette diglossie stupide en disant les deux, on peut, avec ces deux langues, on peut faire un miracle. Et c'est ce miracle qui s'est produit avec des livres que personnellement j'ai adorés et que je vous conseille vivement. Donc, en Haïti, on a fait énormément de choses. On a déjà utilisé le français pour combattre les Français. Notre littérature est dit comme ça. C'est-à-dire, on a des écrivains qui ont dit, ben, écoutez, nous, nous ne sommes pas des militaires, on ne peut pas construire des forts. Donc voilà, nous allons attaquer les Français avec leur propre langue. C'est un peu notre littérature pionnière. Bon, c'est même pas une blague. Pendant 20 ans environ, toute la littérature haïtienne du début du 19e siècle était consacrée à la défense du pays. La défense du pays, ils ont réussi. Pour finir, vraiment, je veux finir, je ne veux plus parler. Haïti est quand même un pays très, très, très éclaté, avec énormément de mouvements migratoires. Bien entendu, il y a de très fortes concentrations d'Haïtiens dans des pays très loin de nous, très proches de nous, en République dominicaine,
aux États-Unis, partout au Canada, en France. Mais c'est la situation linguistique de ces personnes. Et là, nous sommes en face de générations, ce qu'on appelle les originaires d'Haïti. De par haïtien, évidemment, toujours très, très attaché à Haïti, à son histoire, à sa littérature, mais vivant dans d'autres pays et vivant dans d'autres pays et vivant avec une situation linguistique différente de celle de leurs parents. Et ils écrivent, ces gens. Ils écrivent, ces écrivains. Donc, là, je me demande, à un certain moment, est-ce que l'haïtien, Edwige Dantika, auteur haïtien très, très connu dans le monde, qui a reçu d'énormes distinctions aux États-Unis d'Amérique, adoubé par de grands écrivains américains, est dans la catégorie d'écrivains majeurs américains, mais d'origine haïtienne. Elle a quitté Haïti, elle avait déjà consommé ses 10 ans, donc elle est partie. Elle n'est pas aux États-Unis, elle écrit directement en anglais, mais elle écrit haïtien. Et voilà, c'est peut-être la bataille qu'on va essayer de comprendre. Est-ce que cette identité haïtienne, guillemets francophone, à une certaine limite, peut traverser les frontières des autres langues, parce que nous nous reconnaissons tous en Edwige Dantika, et sans compter les dizaines de nos écrivains qui ont choisi pour continuer la lutte, etc., d'écrire exclusivement en créole. Et ceux qui écrivent en espagnol. Donc, là, c'est peut-être la question à laquelle j'aimerais bien répondre dans 2 ans ou bien l'année prochaine. C'est une manière de vous dire que j'ai énormément de plaisir d'être avec vous. Et je veux être réinvité pour parler de cette merveilleuse littérature et de notre merveilleux monde. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Muxé, d'avoir partagé avec nous l'identité singulière d'Haïti, vos langues et les 3 auteurs qui vous tiennent à cœur. Nous sommes maintenant ouverts aux questions et retours. Donc, merci de nous faire savoir si vous avez des questions et s'il vous plaît, venir ici pour que notre intervenant en ligne puisse vous voir. Je vais vous montrer notre participant aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par une première question. Donc, vous êtes le directeur de publication d'un journal en Haïti. Comment trouvez-vous la lecture de journaux en papier en Haïti, notamment par rapport à d'autres sources d'actualité, par exemple la radio, la télé, Internet? Est-ce que les journaux en papier se portent bien en Haïti? Ouais, je ris parce que je dois répondre à cette question tous les jours. Et c'est vrai, on s'accroche beaucoup au prestige en Haïti. On pense que la publication sur support papier, c'est quand même un fait très, très prestigieux. Mais c'est aussi une option très, très cruelle. C'est très cruelle parce que
Et en Haïti, ça confirme, un journal, et le journal est propriétaire de sa propre presse. On travaille beaucoup avec ma amie qui publiait pour nous, puisqu'on voulait faire de notre journal le journal de référence des Haïtiens à l'étranger aussi. Et on a perdu beaucoup d'argent, comme tous les journaux qui travaillent dans cette pratique. Et il y a eu aussi des éléments conjoncturels qui empêchent de placer nos journaux dans les bacs tous les matins. La circulation, pendant un certain moment, a été très, très limitée en Haïti à cause soit d'activités criminelles ou d'activités politiques. Donc, voilà, nous, on publie majoritairement en ligne. Et notre journal sort chaque soir, donc on a plusieurs versions. Bien entendu, le site est alimenté, mais en même temps, on livre le PDF des journaux à nos abonnés chaque soir en numérique. Les gens ne vont plus dans les bacs. Donc, c'est tant mieux. Mais en fait, il y a une chose aussi, c'est la législation haïtienne. Sinon, on serait resté totalement numérique. Et dans les décisions de justice doivent être publiées dans un quotidien à fort tirage. Or, les gens, quand ils nous confient ces annonces, il faut qu'ils aient une copie dure. Donc voilà, on fait genre une publication papier une fois par semaine. Et je crois que c'est une très, très bonne politique parce que le marché de la publicité est très, très restreint en Haïti à cause des problèmes qu'on a. Et il faut qu'on continue d'exister après la crise. Donc, c'est stratégiquement, on publie majoritairement avec les pouvoirs du numérique. Et moi, je suis sûr d'une chose, on ne reviendra pas en arrière parce que ça nous permet d'aller plus loin et beaucoup plus vite. Bonjour, Monsieur Mutuel. Oui, bonjour. J'ai une question sur, en fait, vous avez cité les 3 auteurs et vous avez étudié ces 3 auteurs dans l'éducation en Haïti. Est-ce que les ouvrages des ouvrages haïtiens prennent beaucoup d'importance dans l'éducation obligatoire des Haïtiens? Non. Non. C'est-à-dire, vous étudiez beaucoup des auteurs français? D'accord. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, dans mon intervention, j'ai parlé de désastre touristique. C'est qu'à un certain moment de l'histoire de notre pays, il y a une assistance qui nous a été proposée et qui malheureusement a été acceptée en Haïti de monter le système éducatif haïtien. Et ceci a été confié à des curés, accessoirement professeurs, des congrégations religieuses avec énormément de Français. Donc, ils nous ont monté un programme copié. Bon, ils ont peut-être fait ça avec sans grande méchanceté, mais les conséquences sont quand même désastreuses. Donc, dans ce qui est proposé dans les programmes de littérature et de lettres, évidemment, on a un corpus français écrasant. Et on a étudié l'histoire de la littérature haïtienne qui était dans le programme, mais ils se sont arrangés pour laisser les textes haïtiens très, 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 très loin de nous. Et les générations qui m'ont précédé, celles de mes parents,
ont eu accès à des contenus haïtiens que très difficilement. Mais heureusement, il y a énormément de choses qui changent, mais sauf que le système ne suit pas de très près l'évolution de la société. La littérature haïtienne est devenue très à la mode en Haïti et même un objet de fascination pour les jeunes Haïtiens à partir des années 70-80. Donc, les livres haïtiens par plusieurs manières. Il y a même un éditeur qui est très célèbre en Haïti qui a tellement fait de copies. Bon, c'est vrai que c'était illégal, mais ça nous a quand même apporté des contenus littéraires haïtiens. C'est à partir des années 70-80. Parce que comme nous sommes un peuple pauvre, oui, pauvre, et que la littérature a toujours été considérée comme un luxe, que les écoles n'étaient pas accessibles à tout le monde, que les gens croyaient aussi que la langue et les livres restés chez eux étaient comme une richesse qu'il ne fallait pas partager. Donc, voilà, on a eu des difficultés. Maintenant, c'est bon, il y a une conscience politique très claire. La société consomme énormément de littérature haïtienne, valorise, ce qui est bizarre, valorise ses écrivains. En Haïti, quand les gens peuvent sortir une conférence sur un auteur totalement inconnu, ou fantaisie, ou tout ce qu'on veut, va réunir une centaine de personnes. Les gens viennent pour la littérature. Je me rappelle, j'ai vécu à l'étranger quand je suis entré en Haïti. Ma première conférence en Haïti, c'était dans une ville de province. Les gens étaient habillés en smoking pour venir écouter une conférence. Moi, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est vrai, les très estimé. Et maintenant, le combat, c'est intégrer avec des idées novatrices et des outils modernes, les contenus littéraires haïtiens dans les programmes d'école. Et il doit y avoir une dizaine, quinzaine d'années, il y a des efforts qui sont faits en ce sens pour améliorer les contenus, mais je crois qu'on doit aller beaucoup plus loin. Moi, quand j'étais à l'école, on avait des notions de la littérature haïtienne, évidemment, mais c'était plutôt l'histoire de cette littérature. Et je ne sais pas pour quelle raison, c'est-à-dire ce qu'on nous a proposé comme contenu s'arrêtait dans les années 40-50 du XXe siècle. Et je crois qu'il y a un travail de mise à jour qu'il faut faire. Et ça, c'est le travail des groupes de pression, surtout les associations d'écrivains, les éditeurs, les libraires qui sont des spécialistes de la proposition de contenu. Et on a très bon espoir. La société est en avance sur le système. Mais bon, à un certain moment, ça va finir par se retrouver. J'espère sincèrement que mes petits-enfants auront des contenus littéraires haïtiens dans le programme scolaire. Pour mes enfants, c'est déjà gâté. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et très passionnante. Et donc, après terminer cette conférence, nous allons présenter ce petit livret qui présente 12 auteurs haïtiens au public. Donc, nous allons vous souhaiter une bonne journée. Merci. Merci. Un grand applaudissement, monsieur. Merci. Merci. Au revoir. À très bientôt.